podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. 17e étape du Giro aujourd'hui. Et une belle étape, une étape qui devrait nous offrir encore un scénario très indécis, du suspense. Probablement une grosse échappée qui va tenter de sortir. Un peloton qui a des chances de laisser filer parce qu'aujourd'hui, c'est pas suffisamment difficile pour faire des écarts. C'est une longue étape, 202 km. Les 50 sont tout plats. Et ensuite, on a l'ascension du Passo dei Tre Termini, 8 km à 6% de moyenne. C'est un col de 3e catégorie, mais quand même assez dur. Il s'enchaîne immédiatement avec le Cocca di Lodolino. 8 km encore, cette fois-ci un petit peu plus facile, à 4% de moyenne. Une phase de vallée encore sur 50 km. Le sprint intermédiaire sera au sommet d'une petite côte, là aussi de 5 km à 5%. Et puis ensuite, dans le final, ça va faire un petit peu que monter et descendre. Avec une côte non répertoriée de 2 km à 5%, une autre de 3 km à 6%. Le sprint Red Bull est lui aussi au sommet d'une ascension non répertoriée. Puis on aura l'Andalo-Lever, 8 km à 3,6%. Et là, le final, une descente très pentue pendant 5 km. Puis à la montée finale de 2 km à 6,8%. Et un petit dernier kilomètre encore plat et même en légère descente sur les derniers mètres. Donc voilà, aujourd'hui c'est pour les échappés, c'est pour les baroudeurs, c'est pour les punchers. Une étape qui conviendra encore une fois peut-être à Jonathan Narvaez. Mais voilà, tous les coureurs lâchés au classement général. Jefferson Cepeda, Enric Mas. Pourquoi pas Pellizzari maintenant qu'il est loin au classement général. Pourquoi pas un Damiano Caruso, un Jan Hurt, un Wout Poels, Filippo Zana, Alexander Vlasov, Andreas Leknesund, Bettiol et Ulissi, voire Guillermo Thomas Silva aussi pour la l'XDIC Astana Team. Bref, du monde qui sera intéressé, mais surtout aussi la Lidl Trek de Giulio Ciccone. Est-ce qu'il va enfin réussir à aller chercher une victoire ? Très clairement, Ciccone va essayer d'être à l'avant là aussi pour prendre des points pour le classement de la montagne. Et enfin, s'offrir une victoire. Du suspense aujourd'hui, mais il n'y aura qu'un seul vainqueur pour beaucoup de déçus. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. C'est parti pour 202 km aujourd'hui. En plus, c'est une longue étape. Et immédiatement, des attaques. On commence sur 50 km plat. Donc, il faut être puissant, il faut être un bon rouleur pour commencer à sortir plutôt qu'un grimpeur. C'est un coureur de la Groupama FDJ qui est le premier à attaquer, immédiatement suivi par un coureur de la Lidl Trek, 2 coureurs de la NSN, la Soudal Quick-Step, la Picnic, mais le peloton qui suit derrière. Après cette attaque de Cyril Barth, là, qui était le premier attaquant du jour, suivi par Jan Hurt, par Ryan Mullen de la NSN. Mais pour l'instant, le peloton est vigilant. Il faut dire qu'il va y avoir tellement de monde intéressé pour être dans l'échappée qu'il est possible que les 50 km de plat là qui vont commencer soient pas suffisants pour faire la différence. Et il faudra attendre la première difficulté du jour qui est difficile, à 6% de moyenne, pour qu'une vraie échappée de costaud se dégage. Allez, un premier trio qui a pris un petit peu d'avance, là, une vingtaine de secondes d'avance. Pour Madis Mikkels, le sprinter estonien de l'IF en compagnie de 2 Suisses, Johan Jacobs pour la Groupama FDJ et Robin Froidevaux pour la Tudor. Je ne pense pas que ces 3 coureurs seront les seuls échappés du jour. On va dire qu'ils ont un coup d'avance, ils vont attendre de se faire rejoindre par quelques coureurs. Là, on a un duo de la Poltivit Malta qui sort du peloton pour tenter de les rejoindre. Et puis, de manière intéressante, on a vu un Paul Magnier, comme il l'avait fait lors des premières semaines, à suivre chaque mouvement de Jonathan Milan. Désormais, Paul Magnier, il suit la roue de Jonathan Narvaez à chaque fois. Narvaez, du coup, il va avoir du mal à sortir dans ces parties plates parce que Magnier va toujours le suivre. Par contre, quand on sera dans l'ascension, ça sera plus compliqué pour le Français qui porte le maillot de Cyclamino de suivre l'Équatorien là, s'il lance un pétard pour aller à l'avant. On est parti depuis 25 km désormais. Et le trio à l'avant a été repris tout comme les 2 coureurs de la Poltivit Malta. Peloton de nouveau groupé. On voit la Soudal Quick-Step qui est pas mal aux avant-postes. Jasper Stuyven qui a tenté d'attaquer. Ça n'a pas marché. C'est trop facile à contrôler là. C'est des grandes lignes droites, toutes plates à travers les champs. C'est très très dur de sortir. Même si là, on a encore un coureur de la Movistar, évidemment, qui veut être à l'avant. La Movistar, là, c'est Ivan Garcia Cortina qui tente d'y aller. Et aussi à la recherche, bien sûr, d'une première victoire sur ce Giro. Suivi par un coureur de la Bardiani, la Polti, la Picnic, et hop, la Tiemirets, et puis finalement tout le monde qui suit. C'est impossible de sortir là. Il faudra attendre, c'est certain, la première ascension du jour. Et elle se rapproche, elle arrive dans 25 km. Un nouveau petit groupe qui prend une vingtaine de secondes d'avance, et là, il fallait être rouleur, parce qu'on a Andreas Leknesund,
On a Rémi Cavagna, on a Niklas Larsen, on a Michael Valgren, Jan Christen, en plus des Italiens Alessandro Tonelli et Emanuele Tarozzi. Donc vraiment des profils de rouleurs plutôt dans ce groupe de 7 coureurs qui est parti. Une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton, mais dans le peloton, les attaques qui continuent. La décision est loin d'être faite et il reste encore 15 km de plat avant l'arrivée dans le Passo dei Tre Termini. 8 km 200 à 6% de moyenne. C'est parti pour l'ascension du Passo dei Tre Termini et finalement, on a bien une échappée qui a réussi à se faire avant cette ascension avec ces 7 coureurs, ces 7 rouleurs. Tarozzi pour la Bardiani, Valgren pour l'IF, Cavagna pour la Groupama, Tonelli pour la Polti, Christen pour la Team Emirates, Larsen pour l'Unibet et Leknesund pour l'UNOX. Ces 7 coureurs ont 1 minute d'avance sur un groupe de poursuivants où on retrouve 7 coureurs, avec notamment Tobias Bayer pour l'Alpecin Première Tech, Mick van Dierk pour la Red Bull Bora-Hansgrohe, Milesi pour la Movistar, Sean Flynn et Frank Vandenbroek pour la Team Pictic Post-NL, Mattia Baïs pour la Polti Visit Malta et Thomas Kopecky pour l'Unibet Rose Rockets. Voilà, c'est 7 coureurs qui sont donc pointés à 1 minute des 7 autres coureurs qui eux sont à l'avant et le peloton lui pointé à 2 minutes 10 derrière les hommes de tête. Donc quand même un écart assez conséquent pour les Narvaez, les Ciccone. Si on veut revenir à l'avant de la course, là, il faut quand même boucher 2 minutes 15 dans cette ascension. Pas sûr qu'ils s'y amusent, on va voir. C'est peut-être l'échappée du jour qui est faite à l'avant. Mais c'est une échappée donc sans vraiment des grimpeurs. Attention quand même à Michael Valgren là, qui pourrait avoir un joli coup à jouer. Mais avec 145 km encore, rien n'est fait. D'autant plus qu'on a la Tudor qui là est en tête du peloton et qui se met à rouler très fort du côté de la Tudor. On n'a mis personne dans l'échappée. Et du coup, voilà, c'est une première équipe qui se met à rouler pour tenter de réduire l'écart et revenir sur les hommes à l'avant qui ont fait le joli coup. Avec un Michael Valgren, donc, mais aussi un Jan Christen ou un Andreas Leknesund comme potentiel favori si jamais cette échappée était la bonne. Allez, un gros groupe de contre qui sort du peloton, qui tente de boucher le trou avec l'avant. Il y a 3 coureurs de la Movistar, toujours très offensifs. Il y a Jonathan Narvaez, il y a Damiano Caruso, Florian Stork pour la Tudor. C'était le coureur que l'équipe suisse voulait mettre à l'avant. L'écart qui est d'1 minute 10 entre ce gros groupe et les 7 hommes à l'avant. Il reste encore 2 km 500 d'ascension. Est-ce qu'ils vont parvenir à rentrer avant le sommet? C'est pas sûr, mais après il y aura une descente. 10 km en faux plat montant, puis l'ascension du Coca di Lodrino, 7 km 800 à 4,3%. Il est possible alors qu'il soit rentré à l'avant d'ici là, mais attention, le peloton est pas loin, pointé seulement 20 secondes derrière ce groupe d'une dizaine de coureurs qui vient de sortir et qui rattrape là. Tobias Bayer et Thomas Kopecky qui étaient eux dans un second groupe intercalé mais qui ont été distancés. Allez, dans ce groupe de 10 coureurs, on a Damiano Caruso donc pour la Bahrain victorieuse, Christian Van der Lee pour l'IF Education Easy Post, Mas, Rubio et Lopez pour la Movistar, David de la Cruz et Marc Donovan pour la Pinarello Q36.5, Jonathan Narvaez pour la Team Emirates et Gianmarco Garofoli pour la Soudal Quick-Step. Il y a aussi Florian Stork pour la Tudor et Giulio Ciccone pour la Lidl Trek. Donc voilà, Ciccone, Mas, Rubio, Narvaez. C'était les coureurs qu'on attendait aujourd'hui. Ils sont donc pour l'instant à un 3e échelon de la course. Mais ils vont tout faire pour petit à petit rejoindre le premier groupe sans se faire rattraper par le peloton qui, lui non plus, n'est pas encore très loin derrière. On va arriver au sommet pour les 7 hommes de tête au moment où ils se font rattraper par 3 des coureurs qui étaient en contre derrière eux avec Lorenzo Milesi, Mick van Dierk et Frank Vandenbroek qui reviennent. Et Mattia Baïs aussi qui a réussi à revenir sur la tête de la course. On a donc 11 coureurs en tête. On arrive là au sommet. Et c'est justement lui, Mattia Baïs, qui fait l'effort pour passer en tête en menant les autres. Voilà, pas vraiment de bataille avec 9 points à prendre. Ciccone et Van der Lee ne sont pas là. Et du coup, les 9 points donc pour Mattia Baïs. Désormais la descente. Et ces 11 coureurs de tête ont 50 secondes d'avance sur la dizaine de coureurs qui les poursuit. Le groupe avec Narvaez et Ciccone. Le peloton, lui, pointé à 1 minute 30. Peloton où il y a encore des attaques là, avec Fabio Van den Bosch pour la Soudal Quick-Step, qui est suivi par un autre coureur. C'est la Visma qui mène ce peloton, mais voilà, simplement en mode on roule tranquille. Ils ne sont pas intéressés forcément aujourd'hui par la victoire d'étape. Et l'écart est encore suffisamment faible pour que des coureurs du peloton donc, espèrent faire partie de l'échappée du jour et sortent là. Même si, attention, 1 minute 30, ça commence à faire beaucoup quand même. L'ascension du Coca di Lodrino, c'est parti. Elle est plus facile que la précédente, elle fait seulement 4% de moyenne. Et clairement, là, le groupe à l'avant, les 11 coureurs qui ne veulent pas voir revenir le groupe de 18 coureurs désormais qui les poursuit. Parce qu'il y a des gros noms dans ce groupe derrière. On a notamment Alexander Vlasov,
Jan Hurt qui sont sortis un peu plus tard pour rejoindre ce groupe de contre. 18 coureurs donc avec Tobias Bayer, Damiano Caruso, Christian Vanderly, Giulio Ciccone, Simone Gualdi de la Lotto, Enric Mas, Juan Pedro Lopez et Enea Rubio de la Movistar. Jan Hurt donc pour la NSN, De la Cruz et Donovan pour la Pinarello, Vlasov pour la Red Bull, Garofoli et Fabio Van den Bosch qui a été l'initiateur là, du dernier mouvement on va dire pour prendre l'échappée qui sont là pour la Soudal Quick-Step, Guy Schlemreise pour la Picnic, Florian Stork pour la Tudor et puis Jonathan Narvaez en compagnie d'Igor Arrieta aussi pour la Team Emirates. Ces 18 coureurs ont 50 secondes de retard sur les 11 hommes de tête. Un groupe où Lorenzo Milesi qui a 3 coureurs à l'arrière et Jan Christen qui en a 2 ne roulent pas. Bien sûr, ils sont passagers, mais clairement là, dans ce groupe de tête, on ne veut pas voir revenir Ciccone, Narvaez, Mas, Rubio, qui sont des très très bons grimpeurs punchers. Donc on roule fort. On a en gros une bataille là, une belle bataille entre ces deux groupes, alors que petit à petit, par contre, le peloton recule, désormais pointé à 3 minutes. Et il est possible que cet écart entre le peloton et les échappés ne cesse d'augmenter au fil du temps. Le mieux classé là, parmi tous les coureurs à l'avant, c'est Damiano Caruso qui est dans le second groupe. Le groupe de poursuivants, il a 13 minutes et 47 secondes de retard sur Vingegaard. Donc voilà, n'est pas forcément un danger au classement général. Après cette ascension du Cocca di Lodrino, grande phase de vallée plat pendant 50 km, qui pourrait être plutôt à l'avantage du groupe de tête avec les bons rouleurs, Cavagna, Larsen ou Leknesund. Donc voilà, le groupe Ciccone-Narvaez ferait bien de réduire ou même de revenir sur le groupe de tête dans cette ascension. Rémi Cavagna, il n'a pas envie d'être avec Narvaez et compagnie, il s'échappe, il va arriver au sommet tout seul, parti dans un effort un petit peu fou. On est à 114 km de l'arrivée, mais d'un côté il sait que c'est sa seule chance, c'est peut-être tout seul de creuser puis résister. Ça paraît quasiment impossible, mais il sait que s'il arrive dans le final avec des coureurs comme Narvaez ou Ciccone, il ne pourra rien faire, il arrive à l'instant au sommet. Et il a bien creusé, Il a quand même bien creusé Rémi Cavagna. Et là, on va arriver en plus dans une phase qui l'avantage un petit peu. Voilà, 40 km de plat, là, c'est le moment de se faire un petit chrono perso. Le problème, c'est qu'après ces 40 km de plat, il restera 60 km, beaucoup plus vallonné. Mais voilà, il a 45 secondes d'avance sur le groupe de poursuivants où ça s'est regroupé. Ça y est, on a 28 coureurs ensemble, dont encore une fois la Movistar, qui est l'équipe la plus représentée avec 4 coureurs. On a aussi 3 coureurs pour la Team Emirates, 2 coureurs pour l'IF, pour la Pinarello, pour la Red Bull, pour la Soudal, pour la Picnic, pour la Polti. Et puis sinon, des coureurs isolés dont Giulio Ciccone ou Andreas Leknesund. Le peloton, lui, pointé à 4 minutes 20, continue de perdre du temps, toujours mené au train par la Visma et The Bike. Mais a priori, même s'il reste encore beaucoup de temps et que quelques équipes ne sont pas représentées à l'avant, comme la Net Company Ineos, comme la Visma évidemment, comme, et c'est rare pour être signalé, l'XDIC Astana Team qui n'est pas à l'avant. On n'a personne non plus pour la Jayco Alula ou pour la Decathlon CMA CGM. Mais même si ces équipes ne sont pas à l'avant pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'elles sont en mode poursuite. Elles vont laisser probablement les échappés se disputer la victoire. Et Cavagna, il est parti dans une sacrée aventure là. Parce qu'il a vraiment creusé. Il a maintenant 2 minutes et 30 secondes d'avance sur ses 28 poursuivants. Il a 6 minutes d'avance sur le peloton. C'est beau ce qu'il fait, ça serait incroyable s'il tenait jusqu'au bout. Il lui reste encore 80 km à faire. Et puis il y a un élément qui va être à prendre en compte là, c'est que pour l'instant on est sous le soleil comme depuis plusieurs jours. Mais attention, les problèmes reviennent. A priori là on se dirige droit vers une tempête. Tout simplement de la pluie, de la grêle annoncée même. Attention limite à ce qu'il n'y ait pas même une neutralisation de la course. Si vraiment il y a de la grêle là c'est évidemment très dangereux. Pour l'instant on est toujours sous le soleil mais ça ne devrait pas durer. On va en tout cas écoutez, faire un petit focus sur Rémi Cavagna, seul en tête, il le mérite. Il sera très certainement déjà élu le combatif du jour, c'est sûr. Cavagna, 30 ans, l'ancien coureur bien sûr de la Quick Step, qui avait passé l'essentiel de sa carrière. Il y est arrivé en 2017, il l'a quitté en 2024 pour une saison très compliquée du côté de la Movistar où il n'a jamais réussi à trouver son rythme, à s'entendre dans cette équipe qui ne fait que parler espagnol. Et donc l'an passé, il a rejoint la Groupama FDJ où ça va un petit peu mieux, même s'il n'a toujours pas gagné depuis qu'il a rejoint la Groupama. Sa dernière victoire en carrière, d'ailleurs, ça remonte à 2023 sur le Tour de Slovaquie, où il avait remporté une étape et le classement général. Rémi Cavagna, c'est 13 victoires en carrière, essentiellement évidemment sur des contre-la-montre, mais pas que. Il a notamment remporté une étape de la Vuelta en 2019 en surprenant les sprinteurs. Il a terminé avec 5 secondes d'avance devant Sam Bennett, SDNX Tibar. Ça, c'était la plus belle victoire de sa carrière. Il a aussi remporté une étape du Tour de Californie, une épreuve qui a disparu depuis, mais qui était une course World Tour. Niveau World Tour, il compte aussi une victoire
sur le Tour de Romandie, un chrono, ainsi qu'un chrono sur le Tour de Pologne. Ça, c'était en 2021. Lui qui a bien sûr été double champion de France du chrono en 2020 et 2023, mais aussi champion de la course en ligne. Ça, c'était en 2021. C'était ces belles années là, 2021, 2020, 2023. Depuis, c'est donc un petit peu plus compliqué, même si cette saison, on l'a revu faire des bonnes performances sur le chrono avec une 3e place sur le chrono de l'UAE Tour, battu seulement par les ultra spécialistes Remco Evenepoel et Joshua Tarling. Et puis 3e aussi sur le chrono de ce Giro, là aussi battu par l'imbattable Filippo Ganna et par Thymen Arensman. Donc il est quand même pas mal en forme, ce qui veut dire que bon, il va tenir encore pas mal de temps. Ça paraît quasi impossible de résister au groupe de 28 derrière, où il y a du monde bien sûr pour le poursuivre, mais voilà, parfois 28 coureurs, il y a des équipes plus représentées que d'autres, donc il y a des coureurs qui en font pas beaucoup. Ça pourrait ne pas très s'entendre et lui profiter s'il est dans la forme de sa vie là pour Rémi Cavagna. Si en plus il y a des conditions un petit peu difficiles avec de la pluie, pas sûr que ça le désavantage non plus, donc on va voir jusqu'où il va tenir, ça paraît impossible. Mais pourquoi pas, Rémi Cavagna, c'est la 3e fois qu'il participe au Giro, il a fait aussi 4 fois la Vuelta et 2 fois le Tour de France. Outre sa victoire sur la Vuelta, il a fait 2e d'une étape sur le Giro et 6e d'une étape sur le Tour de France. C'est ses meilleurs résultats dans ces grands tours. Rémi Cavagna aussi, il a participé à tous les monuments une fois, sauf Liège-Bastogne-Liège auquel il a participé à 4 reprises. Mais alors il n'a jamais bien figuré, c'est 75e, son meilleur résultat sur un monument. C'est pas son truc évidemment. Son truc c'est les chronos ou les échappées comme ça au long cours en solitaire. Donc voilà, il est sur son terrain. On va voir jusqu'où ça va l'amener. Et pour Rémi Cavagna, on sent qu'il est en train de piocher. Est-ce qu'il va réussir au moins seulement à passer le sprint intermédiaire en tête? Il a encore 1 kilomètre à boucher. Mais là, c'est en ascension jusqu'au sprint intermédiaire. C'est du 5% de moyenne depuis 5 km. Il y a David de la Cruz qui est sorti du groupe de poursuivants, qui est pas très loin derrière. Et puis ensuite, on a le groupe qui est mené forcément par les coureurs de la Team Emirates, parce que Jonathan Narvaez, il aimerait bien prendre les 12 points là qu'il y a dans la lutte pour le maillot de Cyclamino. C'est pour ça aussi que l'écart s'est d'un seul coup resserré. Il n'y a plus qu'une trentaine de secondes. Et Jonathan Narvaez, s'il veut prendre les 12 points, il va falloir qu'il fasse un gros effort. Je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire. Ou alors ça va lui coûter. David de la Cruz qui est en train de revenir sur Rémi Cavagna. Ils sont pas loin derrière quand même. Il y a 20 secondes désormais. Et on a les équipiers aussi là de Paul Magnier avec Garofoli, avec Van Den Bosch. Mais est-ce qu'ils vont être capables de battre Jonathan Narvaez dans le sprint qui s'annonce? Parce qu'ils sont en train de revenir sur Cavagna et sur de la Cruz. Ils ont bien joué la Team Emirates. Ils vont reprendre le Français juste un temps pour aller chercher les 12 points peut-être. Narvaez qui vérifie et il se fait pousser par Igor Ayeta qui lui dit d'y aller. Finalement, il n'y a que Giulio Ciccone qui suit l'effort de Jonathan Narvaez. Et Garofoli qui tente d'y aller aussi, mais c'est un petit peu dans un second temps. Cavagna et de la Cruz qui sont repris. Narvaez qui continue son effort jusqu'au bout. Ciccone qui pour l'instant reste dans sa roue. Garofoli qui ne peut pas revenir. Et ça va être les 12 points pour Jonathan Narvaez. Je ne sais pas trop pourquoi Giulio Ciccone là, a suivi ce mouvement pour prendre la 2e place. En tout cas, ça fait 12 points pour Narvaez. Il en avait seulement 2 de retard sur Paul Magnier. Et donc, voilà, il sera de nouveau le maillot de Cyclamino ce soir. Et attention, s'il remporte l'étape, il pourrait encore marquer 25 points, il me semble, à l'arrivée là sur cette étape. J'ai l'impression que ça va être dur pour Paul Magnier de remporter ce maillot à Rome. Parce que demain, c'est encore une étape qui pourrait lui convenir à Narvaez. Et Narvaez qui ne s'est pas relevé. C'est peut-être pour ça que Ciccone a suivi. Parce que Narvaez ne s'est pas relevé. Ciccone et Garofoli, voilà, les 3 coureurs qui ont fait le sprint là. C'est Fabio Van Den Bosch. C'était pas Garofoli qui a fait le sprint pour la Soudal Quick Step. C'est 3 coureurs, Ciccone, Van Den Bosch, Narvaez, qui continuent leur effort. Ils ont pris une dizaine de secondes d'avance sur les autres poursuivants. On est à 57 km de l'arrivée. Et désormais, ça va quasiment que monter et descendre jusqu'à la fin. Cette fois-ci, on décide de lancer les hostilités de beaucoup plus loin. On avait eu une étape très similaire la semaine dernière et on n'avait pas trop bougé. On avait attendu les ascensions finales et Narvaez avait pu un petit peu tranquillement s'imposer. Là, on attaque de loin. Plein de coureurs qui tentent de sortir. On a un quatuor là, avec Damiano Caruso, Michael Valgren, Juan Pedro Lopez et Gianmarco Garofoli qui est sorti. Une vingtaine de secondes d'avance sur les autres. Mais on a Andreas Leknesund, Giulio Ciccone qui tente d'attaquer aussi. On veut mettre la pression sur la Team Emirates évidemment. Ils sont 3 déjà. Et Narvaez est le favori. La Movistar aussi, ils sont 4, mais ça y est, ils ont réussi à mettre un coureur devant avec Juan P. Lopez. Ils ont donc l'excuse à l'arrière de ne pas travailler. Là, ça devient tout autant physique que tactique, cette course de vélo. Il faut bien jouer intelligemment. Damiano Caruso qui engueule ses compères d'échappée pour leur dire de travailler plus, de forcer l'allure. Et derrière, Ciccone qui tente encore une fois de sortir accompagné par Enric Mas.
Là, c'est un peu comme en début d'étape où on a un groupe qui essaye de sortir du peloton. Sauf que là, c'est un petit groupe qui tente de sortir du groupe d'échappée d'une trentaine de coureurs. Le peloton, lui, pointé à 6 minutes. Il est mené par les coureurs de la Jayco Alula et de la Tudor. L'objectif, c'est d'éviter que Damiano Caruso ne prenne trop de temps et ne vienne doubler Ben O'Connor ou Michael Storer au classement général. C'est pour ça que ces équipes ont pris le relais de la Visma, sans aucun espoir, bien sûr, de revenir à l'avant de la course avant la fin de l'étape. Le groupe qui explose de plus en plus. Là, la belle attaque de Igor Arrieta, suivi par Einer Rubio, par Vlasov et Van Dierck pour la Red Bull Boranzgro, par David de la Cruz, Simone Gualdi, Alessandro Tonelli. Ils essaient de revenir sur les 5 hommes de tête où Andreas Leknesund en solitaire a réussi à revenir sur Garofoli, Lopez, Valgren et Caruso. Et attention, là, le groupe avec Narvaez et Ciccone là, commence petit à petit à perdre du temps, pointé à 45 secondes de la tête de la course. On est encore loin de l'arrivée, certes 35 km. Mais attention, à force de se regarder, de se marquer, forcément tout le monde suit les attaques un petit peu de Narvaez et de Ciccone. Du coup, ils n'arrivent pas à sortir, et bah, du coup, ça profite à d'autres. Encore une fois, aujourd'hui, il faudrait être malin pour aller chercher la victoire. Et pour l'instant, ce sont très clairement les coureurs qui sont à l'avant pour le moment qui auront été les plus malins. Enfin bon, si ça va au bout, ça auront été les plus malins. Mais la victoire peut encore venir, bien sûr, du groupe derrière. Beaucoup de suspense là. Sur cette fin d'étape, on est à 25 km de l'arrivée. On a un groupe de 10 coureurs qui ouvrent la route avec Damiano Caruso, avec Michael Valgren, avec Juan Pedro Lopez et Einer Rubio, David de la Cruz, Mick Van Dierck et Alexander Vlasov pour la Red Bull, Gianmarco Garofoli, Igor Arrieta et Andreas Leknesund. Voilà un groupe de 5 qui a rejoint le groupe de 5 qui était originellement en tête. Ces 10 coureurs ont une trentaine de secondes d'avance sur le premier groupe de poursuivants où on retrouve Giulio Ciccone, Enric Mas, Christian Van der Lee, Simone Gualdi, Jan Hurt, Mark Donovan, Florian Stork et Johnny Narvaez. Mais même s'il n'y a que 30 secondes, je me demande si on ne joue pas déjà battu dans ce groupe où on retrouve les plus grosses stars, Ciccone, Mas et Narvaez. Mais ils ont été bien marqués et ça a profité un petit peu aux joueurs moins surveillés comme Arrieta, comme Valgren, comme Rubio, comme Caruso ou Leknesund de sortir, de s'offrir une chance peut-être d'aller chercher la victoire d'étape. Mais il reste encore des difficultés. On est à 3 km du pied de Landalo-les-Verts, 8 km 300 d'ascension. Alors c'est seulement à 3,6% de moyenne. Mais en fait, il y a des petites descentes au milieu de cette ascension. C'est pour ça que le pourcentage est assez faible. Mais en vrai, ça monte un peu plus. Il y aura aussi le sprint Red Bull à mi-ascension. Et puis ensuite, la descente. Et attention, il pleut, la route est mouillée. Et donc dans cette descente, les meilleurs descendeurs vont peut-être tenter de prendre des risques pour faire l'écart. Ensuite, il ne restera plus que l'ascension finale. Suspense total là, dans cette étape. Et on s'attaque de partout là, dans ce groupe de tête pour faire la différence. Maintenant qu'on est dans l'ascension de Landalo-les-Verts, là c'est au tour d'Einer Rubio de mettre une grosse accélération. Il a réussi à surprendre un petit peu les autres. Mais Michael Valgren, Damiano Caruso qui tentent de faire l'effort pour revenir. Alors qu'on a 2 coureurs parmi ce groupe de 10 qui semblent un petit peu plus loin, qui ne pourront pas jouer la gagne. C'est Juan Pedro Lopez pour la Movistar et Mick Van Dierck pour la Red Bull Boranzgro. C'était les 2 équipes qui avaient 2 représentants. Désormais, il reste 8 coureurs de 8 équipes différentes. Mais là, c'est vraiment chacun pour soi. Einer Rubio qui a fait un petit écart. Michael Valgren qui semble fort, qui est en train un petit peu de revenir avec Igor Arrieta qui le suit. On est à 1 km du sprint Red Bull désormais. Et puis derrière, on a le groupe de poursuivants encore, avec Giulio Ciccone, Jonathan Narvaez qui font l'effort, qui tentent d'accélérer pour revenir, mais l'écart est de 45 secondes. Plus le temps passe et plus ça paraît improbable que Narvaez remporte une 4e victoire d'étape ou que Ciccone en remporte enfin une. Ça va être encore une journée frustrante pour l'Italien. Et en plus, ça se voit dans son comportement, il est tout le temps très nerveux. Il passe pas le meilleur Giro de sa vie, notre ami Ciccone. Et attention, là, on se regarde un petit peu. Dans le groupe derrière, Rubio, Valgren et Arrieta sont revenus sur le Colombien. Par contre, là, le groupe avec Caruso, Vlasov, on se regarde un petit peu. Et attention, si on commence à perdre 10-15 secondes, pas sûr qu'on les revoie avant la fin ensuite. Voilà, ces coureurs qui donnent tout. Là, c'est vraiment beau. C'est une belle étape. Ça va finir à la résistance. On a Valgren et Rubio qui ont réussi à prendre un tout petit peu d'avance sur les autres finalement. Là, Rubio qui demande un relais à Valgren. Valgren qui fait non de la tête. Rubio qui s'énerve. Mais ils ont plus rien. Encore 1 km 200 du sommet. Arrieta qui a perdu la roue de ces 2 coureurs, qui est repris là par Damiano Caruso, par Vlasov et Leknesund. Alors que pour David de la Cruz de la Pinarello Q35, c'est un petit peu plus dur. Il est distancé tout comme Gianmarco Garofoli. Voilà, il y en a de partout. Mais attention, ensuite on va plonger dans la descente. Et qui est le meilleur descendeur parmi tous ces coureurs? Je ne sais pas, on va voir ça.
Par contre, pour Ciccone et Narvaez pointé à plus d'1 minute, c'est fini. Ils ne reviendront pas. Rubio qui passe en tête au sommet. Dandalo Lever, il prend 9 points. Valgren qui le suit juste derrière. À la rupture, ces deux coureurs ont 10 secondes d'avance là sur le quatuor. Caruso, Vlasov, Arrieta, Leknesund. Désormais, c'est la plongée dans la descente. Et attention, elle pourrait être décisive cette descente. On est désormais tout pile à 10 km de l'arrivée. Est-ce que le vainqueur se trouve parmi ce duo Einer Rubio, Michael Valgren, ou est-ce qu'il viendra de l'arrière dans le groupe avec Caruso, Vlasov, Arrieta et Leknesund? A priori, ça va se jouer entre ces 6 coureurs. Attention, la dernière ascension, elle est difficile. À près de 7% de moyenne sur 2,3 km. Donc ceux qui sont là un peu sur la réserve, ils pourraient complètement exploser dans cette dernière difficulté. L'écart qui est stable, 4 km de l'arrivée. Le duo Michael Valgren et Einer Rubio qui a fini la descente. Ils ont 15 secondes d'avance sur les 4 coureurs qui le poursuivent. Vlasov, Leknesund, Caruso et Arrieta. Et là, franchement, c'est bien difficile de dire qui va s'imposer. Même si Rubio paraît le plus fort peut-être. Et puis on sait que c'est un très bon grimpeur, Einer Rubio. Donc ces derniers pourcentages, là, cette dernière ascension, ça lui fait peut-être pas peur. On sent que Valgren est plus à la limite. Est-ce que le Colombien de la Movistar va enfin permettre à l'équipe espagnole de remporter sa victoire sur le Giro? Ce serait mérité. Ils sont passés pas loin avec Luis Solar ou avec Henrik Mas qui ont fait tous les deux deuxièmes. On va voir ça, le moment décisif qui approche dans ce final de cette 17e étape. Mais quel suspense, allez, la banderole des 3 km. Rubio qui fait un petit signe de la tête à Michael Valgren pour lui dire allez, c'est du bon boulot. C'est vrai qu'il a passé un gros relais là, Valgren. Mais attention, là, Igor Arrieta qui est sorti. Ah, on pensait que c'était celui qui était le plus en difficulté, Arrieta. Finalement, c'est lui qui est en train de sortir des 4 poursuivants. Vlasov qui a du mal à suivre. Et allez, à l'avant, Rubio qui met une bonne accélération là. Mais Valgren qui s'accroche. Il y a un peu d'intox d'un côté et de l'autre aussi. On fait semblant d'être à bout, mais on en garde quand même un petit peu. Igor Arrieta est 5 secondes derrière. Les 3 autres sont 5 secondes derrière Arrieta. Suspense total. 2 km 500 de la ligne. Encore 1 km 500 d'ascension. Et le dernier kilomètre qui est plat, qui sera facile. Et là encore, Valgren qui fait un petit geste de la tête à Rubio pour lui dire oh, je suis à bout, je ne peux pas prendre le relais. C'est à la fois du poker, à la fois de la résistance, de la force mentale. Et Arrieta qui, lui, est en train de revenir petit à petit. Il profite un petit peu de ce jeu-là que se font Valgren et Rubio. Et attention, Arrieta, parmi les 3, c'est peut-être celui qui a la meilleure pointe de vitesse si jamais il parvenait à revenir. Alors que le trio Caruso, Vlasov, Leknesund semble plus en difficulté. Et ça y est, Arrieta là. Alors, Arrieta, c'est le spécialiste des victoires improbables. Il a déjà remporté à une étape sur ce Giro. Un duel hallucinant avec Afonso Lalio. Et là, pareil, encore une fois, moi je l'avais vu perdu. Il était avec ces 2 coureurs, Rubio et Valgren, dans la précédente ascension. Mais il a lâché, finalement repris par les 3 autres. Et là, il sort du groupe de compte pour revenir sur les 2 coureurs avec lesquels il était initialement à l'avant. C'est dingo, c'est Valgren là qui mène avec Rubio dans sa roue, Arrieta qui reste en 3e position. Là aussi, il va jouer, Arrieta, il va dire attendez, je viens de faire un gros effort, je ne peux pas prendre de relais. Et attention, Valgren aussi, c'est un coureur évidemment qui a une belle pointe de vitesse. Pour l'instant, c'est Rubio, le petit grimpeur qui est en train de se faire avoir. Il faut qu'il se débarrasse de ces 2 coureurs avant le sommet, la banderole des 2 km. Et ils sont pas morts derrière parce que là, c'est Valgren qui fait un train qui lui va bien, donc pas forcément le plus rapide. Vlasov qui derrière est en train de faire un bel effort avec Leknesund et Caruso. Il n'y a plus que 10 secondes entre ces 2 groupes de 3, ces 2 trios. Ça va peut-être se regrouper. Et ouais, on tergiverse un petit peu devant. Valgren qui se retourne. Rubio qui ne bouge pas. Et ça va se regrouper. Les 6 coureurs qui sont ensemble. Oh là là, quelle finale. Quelle finale. Un groupe de 6 qui est ensemble. Et alors là, faut être malin. Faut être vraiment malin. Et c'est Caruso qui met son attaque. Attention, si le vétéran italien venait à remporter aussi cette étape, ce serait un sacré événement. Einer Rubio qui prend sa roue au prix d'un gros effort. Michael Valgren qui s'accroche aussi. C'est plus difficile encore une fois pour Arrieta, pour Leknesund et pour Vlasov. Damiano Caruso pour sa dernière saison, son dernier Giro. Ça serait formidable, la Bahreïn Victorious, qui a déjà remporté une étape avec Segart, qui a porté le maillot rose pendant de nombreux jours avec Afonso Lalio. Si en plus il remporte une étape avec Caruso, alors là ce serait l'extase. Mais c'est loin d'être fait, parce que Rubio et Valgren n'ont pas lâché. Leknesund est en train de revenir, tout comme Igor Arrieta. Vlasov aussi dans un dernier temps. Et hop, ils sont de nouveau tous les 6 ensemble. On est toujours dans l'ascension à km 300 de l'arrivée. Waouh. Mais alors là, ça va être tendu jusqu'au bout.
Ener Rubio qui tente de mettre l'accélération, mais il n'a plus grand-chose dans les jambes. Là, Rubio, Caruso qui suit facilement, tous les autres aussi. Ouais, là, on joue quasiment arrêté. Il a mis limite un coup de frein là. Ener Rubio, on fait des zigzags sur la route. Vlasov qui a plus un profil de rouleur, qui en profite, qui tente de surprendre. Ça n'a pas marché. Rubio a pris sa roue. Arrieta en 3e position. Oh là 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 là, qui va les gagner ce sprint à 6? Attention, Michael Valgren là qui contre. Oh, personne qui n'a réagi. Personne qui n'a réagi. La flamme rouge. Michael Valgren qui est parti. Les autres qui se regardent. Oh là là, le coup de Michael Valgren. Le coup de Michael Valgren, il les a eus. Ah là, il les a eus. Personne n'a réagi. Ils se sont tous regardés. Michael Valgren qui a juste un petit kilomètre de plat à finir. Allez, Andreas Leknesund qui réagit finalement, mais c'est trop tard. C'est probablement trop tard. C'est pas vrai qu'il va encore faire 2e Leknesund. Il a déjà fait 2 fois 2e sur ce Giro. Derrière Vlasov qui se met à rouler aussi avec Rubio dans sa roue. Mais ils ne reviendront pas sur Michael Valgren. Il les a surpris à la flamme rouge. Le coureur de l'IF qui en a fini avec les difficultés. C'est une grande route toute belle, toute plate. 500 mètres encore. Attention, Leknesund, c'est aussi bien sûr un gros chronomane. Il est pas loin derrière, mais il y a quand même 100 mètres à boucher. Il va pas s'écrouler maintenant. Michael Valgren, il a fait le plus dur. Il a survécu aux ascensions. C'est pas dans ces 300 mètres tout plat qu'il va s'effondrer désormais. Leknesund, il va aller faire 2e encore. C'est incroyable. La frustration de Leknesund sur ce Giro. Michael Valgren qui est aux 100 mètres. Ça va être beau pour Michael Valgren, pour l'IF. La victoire pour le Danois. C'est pas Jonas Vingegaard, mais c'est encore un Danois qui s'impose. Michael Valgren, la victoire. Leknesund qui fait 2e. C'est hallucinant. Il est foudrage évidemment. La 3e place pour Damiano Caruso devant Vlasov et Ener Rubio. 5e, c'est encore raté pour la Movistar. Igor Arrieta qui vraiment n'avait plus rien. Fini 6e, un petit peu lâché. Quelle finale et quelle attaque de Michael Valgren là à la flamme rouge. Il a surpris tous les autres. Superbe fin d'étape et super victoire pour Michael Valgren, lui qui avait connu une si grave chute en 2022 sur la route d'Occitanie. Et depuis, il avait eu bien du mal à revenir à son meilleur niveau, mais c'est chose faite cette année. Il avait déjà remporté une étape sur Tirreno Adriatico. Et là, c'est encore plus haut, c'est sur le Giro. Magnifique, là on voit le sprint un petit peu pour l'honneur, mais aussi pour les points du classement. Ciclamino pour Jonathan Narvaez, qui va peut-être bien terminer dans le top 10 du jour. Malgré tout, il sera peut-être un petit peu déçu. Il y avait peut-être mieux à faire, mais cette fois-ci, il n'était pas dans le bon coup. Le bon coup, c'était Michael Valgren pour l'IF Education Easy Post. Première victoire d'étape sur le Giro pour cette équipe américaine, au terme d'un superbe finale et d'une attaque dévastatrice là au kilomètre, et surtout une attaque que personne, cette fois-ci, n'a suivi. Ça s'est joué vraiment en un quart de seconde. Là, le moment où il a mis l'attaque, personne n'a réagi. Dans les 2-3 premières secondes, c'était fait. Il a pu filer vers la victoire. Comme d'habitude, c'est les étapes pour puncher, pour baroudeur qui sont les plus intéressantes, les plus indécises. Celles qui sont tout simplement les plus belles à regarder. Et aujourd'hui, c'est un beau vainqueur avec Michael Valgren, donc le Danois de 34 ans, qui n'avait jamais remporté d'étape sur un grand tour. Et il l'a dit en interview d'après-course, là, c'était vraiment quelque chose qui manquait un petit peu à son palmarès, à sa carrière. C'est chose faite au niveau World Tour. Il avait déjà remporté 2 classiques avec Let Newsblad et l'Amstel Gold Race, mais c'était il y a longtemps, en 2018. Et cette saison, il avait remporté Tirreno Adriatico, donc une étape, une échappée qui était allée au bout là aussi. Mais cette fois-ci, c'est sur le Giro, donc 4 victoires au niveau World Tour, 10 au total dans sa carrière. Mais voilà, avec sa grave blessure en 2022, il n'avait plus gagné depuis 2021. Cette saison, par contre, il en a déjà donc remporté 2 avec une étape sur Tirreno et sur le Giro. C'est beau de revenir à un tel niveau à son âge. On aurait pu penser que il allait petit à petit disparaître des radars. Non, il s'en est sorti. Michael Valgren, il a donc encore probablement quelques belles années devant lui dans ce rôle-là de baroudeur. Il termine avec 3 secondes d'avance sur le pauvre Andreas Leknesund quand même. C'est assez improbable. Son Giro, 2e lors de la 8e étape, 2e lors de la 13e étape, 2e lors de la 17e étape. Heureusement que l'Uno-X a remporté son étape avec Fredrik Sversnes. Damiano Caruso prend la 3e place, le vétéran italien, pour son dernier Giro, qui s'offre un podium sur une étape. Il sera quand même content, juste devant Vlasov et Rubio. Arrieta termine à 14 secondes. Garofoli termine 7e à 52 secondes. David de la Cruz 8e à 1,08. Et puis Jonathan Narvaez prend la 9e place et donc quand même quelques points au maillot de Ciclamino. Il termine à 1,44 quand même, Jonathan Narvaez. Juste devant Mark Donovan, Florian Stork et Jan Hurt qui étaient encore avec lui. Giulio Ciccone, encore une mauvaise journée, d'autant plus qu'il a pris assez peu de points au classement de la montagne. Il termine 13e à 1,47.
Et puis le peloton réglé par Orluis Aolar de la Movistar qui termine à 5 minutes et 15 secondes. Un peloton où retrouver tous les coureurs du top 10. Un abandon aujourd'hui, le Canadien Nicolas Zukowski de la Pinarello Q36.5. Alors que le dernier du jour, c'est le coureur de la Bardiani, Filippo Magli, qui termine dans un petit groupe à 20 minutes et 15 secondes du vainqueur Michael Valgren. Aucun changement au classement général dans le top 10. Si, il y a quand même l'entrée de Damiano Caruso qui fait la bonne affaire du jour. Il est désormais 9e. Il double Ben O'Connor et il sort Egan Bernal du top 10. Sinon, Vingegaard est toujours évidemment largement leader avec plus de 4 minutes d'avance sur Gall et sur Arensman. Narvaez reprend le maillot de Ciclamino. Il a désormais 12 points d'avance sur Paul Magnier. Et puis c'est Andreas Leknesund, à force de faire des deuxième place, qui est désormais 3e de ce classement. Classement de la montagne, Ciccone donc n'aura pas fait une bonne affaire. Il est encore très loin de Jonas Vingegaard dans ce classement. Et puis Afonso Lalio, pas de changement là non plus pour son maillot de meilleur jeune devant Piganzoli et Mathis Rondel. Demain, c'est une autre étape un petit peu comme ça qui nous attend. Elle est un petit peu plus facile, plus plate. Il y a une ascension non répertoriée au début qui devrait permettre à une échappée de partir. Un petit col de 3e catégorie à mi-course. Mais surtout, tout va se jouer dans un col de 4e catégorie. Alors on peut se dire, comment ça, 4e catégorie, ça doit être facile. Non, il fait que 1 km, mais il est à 11% de moyenne. Donc là, il faudra lâcher les watts pour s'extirper. Et ce col de 4e catégorie, il a lieu à 10 km de l'arrivée qui, elle, se fera sur le plat. Une étape un petit peu particulière donc, dans laquelle les favoris ne devraient pas trop s'affronter. La chance pour un autre baroudeur peut-être, type Michael Valgren, d'aller chercher la victoire. On espère qu'on aura droit à un final aussi prenant que celui d'aujourd'hui, demain lors de la 18e étape. Salut à tous, salut à toutes.